bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets, et je tape dans le micro, donc ça fait des bruits de parasites. Désolé, mais on est quand même là pour vous parler de quoi? De ARM qui est racheté par Nvidia, de Oracle qui va sans doute racheter TikTok US, de Microsoft qui a enfin laissé les reviewers parler de leur Surface Duo, de la Chine qui propose des initiatives pour nettoyer le réseau Internet. Vous allez voir que c'est pas si inintéressant que ça, mais on va parler de tout ça. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui, comme tous les mois, Jeff Clavier en direct de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ? Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas intervenu sur le Rendez-vous Tech, donc c'est un plaisir de revenir. En fait, on brûle. Il y a plein de feux de forêt autour de la Californie. On a de la fumée partout, donc on a une qualité d'air absolument déplorable. Et si vous avez vu sur le réseau Internet les photos qui ont été publiées donc la semaine dernière d'un San Francisco en orange, parce que ce jour-là, on n'avait pas de bleu, on n'avait pas de vert, on n'avait que du rouge et de l'orange. Ça faisait vraiment l'impression qu'on avait colonisé Mars ou que c'était une scène de Blade Runner. Ouais, quand tu dis ça fout les boules. Quand tu dis la qualité de l'air est pas bonne, c'est carrément dangereux pour la santé par moment et par endroit en Californie. Donc ça rigole pas, quoi. En Californie, en Oregon, dans l'État de Washington, où en fait on a l'impression que le tiers ouest des États-Unis est en train de brûler à cause d'énormes, gigantissimes feux de forêt. Effectivement, ça passe du c'est pas génial pour la santé à attention, c'est mortel si vous sortez. Ouais. Donc on se trimballe. Heureusement, on a réussi à trouver plein de masques N95 et donc on ne sort pas sans deux masques l'un sur l'autre à cause de Covid et à cause de la qualité de l'air. À part ça, la Californie, c'est un rêve. Eh bien, écoute, bon courage. On va essayer de te changer un petit peu les idées pendant une heure en parlant des news tech. Avant ça, je vais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission et spécialement aujourd'hui FR31, Ludovic Pradier, Aurélien Zam, MCM, Terry Quirk, Jérémy, Florian Gouillon, Étienne Stanowski, Jérôme Philippe Tardif et Florian Poujol. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui le font par Patreon. On en reparlera dans un petit moment. Alors, il y a plusieurs sujets dont on va parler aujourd'hui. Ce dont on va pas parler, c'est l'événement Apple qui aura lieu demain, au moment où on enregistre l'émission, parce que la plupart d'entre vous écouteront l'émission quand il aura déjà eu lieu. Ce que je vais juste dire, c'est que les prévisions à ce stade, pour les rares qui l'écouteront dans les quelques heures avant, et on verra si on avait eu raison, a priori, une nouvelle Apple Watch série 6 avec mesure d'oxygène, une nouvelle Apple Watch entrée de gamme, donc meilleur marché, pour étendre la gamme de l'Apple Watch, ça serait logique, un iPad Air avec un design qui est assez proche du Pro, mais un Touch ID sur le côté, mais par contre, pas les nouveaux iPhones qui seront, eux, annoncés en octobre, et possiblement les nouveaux Mac avec processeur ARM, eux, en novembre. Par contre, on aura l'annonce et le lancement des nouvelles versions des OS, donc iOS 14, etc. Donc ça fera quand même une petite nouveauté pour vos appareils, sachant que si les Apple Watch sont lancés, il faut le nouvel OS pour les faire tourner, donc il est très possible qu'ils le lancent directement. Voilà pour les prévisions de l'événement Apple. Comme je le disais, vous saurez certainement de quoi il en retourne au moment où vous entendez cet épisode. Je note également, pour pas faire de jaloux, que Google a annoncé une conférence pour présenter son Pixel 5 le 30 septembre. Donc ça va s'enchaîner. D'ici 15 jours environ, on aura l'annonce du Pixel 5. Ça devrait être assez intéressant également. Voilà pour les choses dont on ne va pas parler, mais ce dont on va parler, le premier gros... Je crois qu'on peut parler je ne veux pas invoquer des choses qui seraient encore dramatiques, mais de tremblement de terre dans le monde de la tech, puisque ARM, qui était en vente... Attends, tu le fais exprès là. Tu sais que le tremblement de terre, c'est le dernier truc qu'on s'attend à avoir en Californie, parce qu'en fait, on a eu les feux, on a la qualité de l'air, on a Trump, et donc le seul truc pire qui pourra encore nous tomber dessus avant l'élection de novembre, c'est le tremblement de terre. Mais bon, oui, non, je respecte ton choix. Non, mais tu vois, je l'exorcise en parlant pour la tech, de manière à ce qu'on n'ait pas la tension qui s'installe ailleurs. Mais donc, ARM, que Masayoshi Son voulait vendre depuis un bon moment,
a été annoncé comme vendu à Nvidia. Et depuis quelque temps, je fais mon petit monologue pour vous expliquer de quoi il s'agit pour le sujet principal. Vous savez, comme on a dans les talk-shows américains, là, je vous fais un monologue en une version un petit peu particulière. Je vais pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. J'espère que ça va vous plaire. C'est comment amener un petit peu de fantaisie dans les news tech. Attention, je prends mon inspiration. Alors, pour expliquer ce qui se passe avec pourquoi c'est important, ce rachat de ARM par Nvidia, ARM qui fait des processeurs licenciés, des concepts de processeurs qu'ils vendent ensuite aux concepteurs essentiellement de téléphones mobiles, mais pas que. Alors, dans un monde oublié, la mainmise d'Intel était incontestée et presque sans partage. Desktop, laptop, serveur, un total verrouillage de tous les matériels pour tous les logiciels. Puis, il y a quelque temps, s'est pointé Nvidia, avec des puces graphiques rien de bien menaçant. Mais au fil des ans, leur appétit s'étend si bien qu'en 2020, ils font une razzia. Au graphisme, à l'IA, dans un mouvement habile, avec cet achat du géant AMD, il rentre comme un lion dans l'univers mobile. Les autorisations, cette question difficile, pourrait certes poser quelques difficultés, mais à n'en pas douter, leur CEO jubile. J'espère que ça vous a plu. Slow clap. Patrick déjà, a.k.a. Jean de La Fontaine de la Top. Merci. Donc, je ne sais pas si ça a été clair en version poétique, cette explication, mais en gros... J'espère que ça vous aura plu, mon petit sonnet. Donc, AMD, en fait, j'ai dit AMD, je voulais dire ARM dans une des rimes et je me suis planté, je me rends compte maintenant. Damned, toute mon... C'est pas grave, on n'était même pas rendu compte. Même pas aperçu, n'est-ce pas? Tu t'enfonces, t'avais pas besoin. Bon, donc ARM et Nvidia, ça fait un mastodonte de la tech parce que Nvidia était déjà très présent dans différents domaines dont ils s'étaient accaparé une grosse part de marché. Ils venaient des puces graphiques pour les PC il y a un long moment de ça, mais depuis 2015, on va dire, ils s'étaient étendus, ils étaient déjà présents sur les serveurs, ils faisaient de l'intelligence artificielle très importante, et bien sûr les graphismes qui continuent à exploiter avec une expertise hyper importante, et avec ARM, ça donne... ARM qui a donc ses designs qu'il licencie auprès de tous les fabricants de mobiles du monde, et même pour les fabricants d'Internet des objets et ce genre de choses, eh bien, ça donne une force de frappe à Nvidia qui est monumentale. D'ailleurs, c'est reflété dans le montant du deal, 40 milliards de dollars pour racheter ARM. Nvidia dit qu'ils ne vont pas changer les choses en place, mais qu'ils vont ajouter à l'équipement proposé par ARM et donc le portefeuille de licences et de design, ils vont ajouter leur expertise en graphisme et en intelligence artificielle. Ils prévoient une croissance du marché des processeurs qu'ils pourront proposer, une croissance énorme puisque les puces et l'intelligence artificielle vont être présents dans encore plus d'objets qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le petit point potentiellement problématique, c'est ce que je disais, les autorisations des différents États, mais étant donné que ces différents modèles, différents marchés dans lesquels ils sont jamais en monopole, eh ben, ça devrait passer, ils estiment que ça devrait se faire dans les 18 prochains mois, parce qu'il y a plein de bureaucratie à faire, pour faire accepter le deal, et ça met Intel, comme je le disais dans mon beau poème, dans une position qui est encore plus difficile qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant, parce qu'ils sont en train de perdre du terrain sur tout, en fait. Et là, ils se retrouvent face à une société qui est largement plus importante qu'elle dans quasiment tous les domaines qui comptent et qui vont compter à l'avenir en plus. Donc, c'est énorme pour la tech, hein, je ne me trompe pas. Non, c'est un super mouvement du CEO d'NVIDIA qui est super smart et qui a vraiment fait un excellent boulot sur les 2-3 dernières années. Comme tu disais, NVIDIA, c'était avant juste un petit fournisseur de cartes graphiques sympas pour les gamers. Et en fait, c'est devenu réellement un fournisseur de solutions
très large. Tu n'as pas mentionné la crypto, mais bon, les GPUs Nvidia elles sont utilisées dans le Bitcoin mining de façon monstrueuse. Et donc le fait qu'ils aient la possibilité, grâce à ce rachat, d'avoir un spectre d'IP, de propriété intellectuelle, qui est en gros directement agressive face à Intel, c'est vraiment super intéressant. C'est ce que je disais un petit peu dans ma première réaction en tweet il y a quelques heures de ça. Nvidia, c'est l'une des boîtes les mieux gérées, l'une des boîtes tech les mieux gérées du moment. C'est incroyable. Ils ont vraiment commencé cette extension à l'initiative du président Jensen Huang il y a, en 2015, quelque chose comme ça. Et ils sont passés de juste les cartes graphiques à, ils équipent les véhicules autonomes, ils ont mis le focus sur l'IA énormément. Enfin, c'est un énorme morceau. Donc, je ne sais pas s'il y a... Bon, il y aurait beaucoup plus à dire, mais on ne va pas s'étendre non plus dans tous les détails du marché des processeurs, parce que ce n'est pas non plus à ce point de détail qu'on va arriver. Mais en tout cas, c'est un énorme truc. Un mot quand même sur le montant du deal. 40 milliards, ça fait quand même... 40 milliards de dollars, ça fait beaucoup. Ouais, mais c'est quoi? C'est 12 milliards de cash. 12 milliards de cash. Oh, ok, on touche un peu. Ça te fait tousser. 12 milliards de cash, le reste en stock avec un earn-out, donc un mécanisme qui fait que si ARM continue de bien performer, il y aura un montant supplémentaire qui arrive à SoftBank. Mais je veux dire, SoftBank a besoin de se renflouer, donc ils ont fait quelques mauvais investissements. Ouais. Ils ont fait quelques. Non, ils ont besoin de se renflouer, et donc c'est bien qu'ils aient trouvé quelqu'un pour faire une bonne valorisation de ARM, et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est effectivement assez intéressant, puisque il semblerait qu'Intel s'est vraiment endormi sur ses lauriers depuis... je ne sais pas si le départ de Paul Otellini, c'est vraiment le moment où on a commencé à voir que Intel faisait pas grand-chose. Mais ça va redynamiser en gros le marché du processeur en créant un énorme concurrent. Et c'est bien pour le consommateur, c'est bien pour la tech, quoi. Masayoshi Son, donc le président de SoftBank, le fonds qui possédait ARM, donc SoftBank va garder une partie de l'entité nouvellement créée, ils vont garder 10%, je crois. Et vraiment, je vais conclure là-dessus, pour expliquer à quel point ARM est important, tous vos processeurs dans tous vos mobiles et toutes vos tablettes sont basés sur des technologies ARM. Absolument tous. Il n'y en a pas qui ne soient pas basés sur des technologies ARM. À l'origine, c'était des processeurs qui étaient moins gourmands en énergie, c'est pour ça qu'ils étaient plutôt dans les mobiles. Mais aujourd'hui, ils sont également dans les centres de serveurs de plus en plus, et ils sont en train d'arriver petit à petit sur les desktops, sur les ordinateurs de bureau, notamment avec la décision d'Apple de passer à des processeurs conçus par eux-mêmes, mais ils sont conçus par eux-mêmes, largement modifiés, mais conçus par eux-mêmes à partir d'une base ARM. Donc, même le marché du processeur de bureau commence à être grignoté par ARM. Et l'expertise d'NVIDIA n'est plus approuvée, donc ensemble, ils peuvent aller encore plus loin, et du coup, ça fait, comme je le disais, un mastodonte, quelque chose d'inévitable dans le secteur. C'est vraiment, vraiment, je suis sûr que c'est un petit peu opaque peut-être pour des gens qui ne connaissent pas ce marché, mais c'est vraiment un chamboulement énorme. Là où Intel était il y a quelques années, il régnait, comme je le disais, sans partage quasiment. Bien sûr, on n'a pas mentionné le nom d'AMD, sauf dans mon erreur, mais ils sont encore là, mais ils font pas du tout aussi bien que Nvidia. Encore que leurs processeurs Ryzen donnent eux aussi du fil à retordre à Intel. Mais là, pour le coup, ça risque de devenir quelque chose d'incontournable, quoi. Bon, l'autre histoire de rachat qui continue le feuilleton de l'été, c'est évidemment TikTok. On disait la semaine dernière, vendra pas, les invités pensaient plutôt que ça serait vendra pas, mais ça montre à quel point cette situation est illisible, puisqu'il y avait bien eu un délai a priori de la limite qu'avait donné Trump, mais
c'était que de quelques jours et pas de quelques semaines, donc, et c'était même pas sûr que comment ça allait marcher, bref, c'était complètement illisible. Quoi qu'il en soit, Microsoft n'est plus dans la course, et le TikTok a confirmé que l'algorithme ne ferait pas partie de la vente de l'application qui s'adresse au marché américain, et Oracle a confirmé qu'il faisait partie d'une proposition de rachat et de devenir ce qu'ils appellent Trusted Technology Provider, donc de reprendre les rênes de TikTok aux États-Unis. Donc ils font partie de cette proposition auprès de ByteDance et du département américain qui gère cette histoire-là. Donc en gros, Microsoft n'est plus dans la course, il ne reste que Oracle, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'activité de TikTok. Oracle, ils font plutôt des bases de données et de la gestion et des logiciels et des systèmes de gestion d'entreprise. On continue à être dans une sorte de, je sais pas, de flou, d'incompréhension et puis surtout d'incertitude qui est très mauvaise pour l'économie, mais il semblerait aujourd'hui que ça va sans doute se faire, peut-être même qu'au moment où cet épisode sera sorti, il y aura eu une confirmation, mais c'est assez illisible pour moi en tout cas. Est-ce que toi, tu y vois un peu plus clair de l'intérêt d'Oracle de faire la chose, de la manière dont ça se passe, de l'intérêt pour Oracle d'avoir les opérations américaines de TikTok sans l'algorithme? Je ne suis pas sûr de tout comprendre, moi. C'est un peu le sentiment, en fait, dans la vallée aujourd'hui. Donc, on résume ce type de situation en what the fuck. Donc, il n'y a pas vraiment de translation directe en français, mais c'est en gros, tu exprimes ta surprise extrême face à cette situation. Donc, si on rembobine l'histoire et qu'on se rappelle donc de la décision Trump qui a amené un certain nombre de partis à exprimer leur intérêt. Donc Microsoft, ouais, ça a du sens, pas de problème, machin. Après, on entend parler de Twitter, on entend parler de Facebook, on se dit, ouais, tout ça, ça a du sens. Walmart, bon, ok. T'entends que les centres Leclerc commencent à s'intéresser à TikTok, tu te dis, je me pose la question. Et puis d'un seul coup, tu as Oracle qui se pointe en disant salut les gars, je voudrais acheter TikTok. Et là, tu te marres, tu te tapes le cul par terre, tu te dis qu'est-ce que c'est Larry Ellison, qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, il a 79 piges, il a une copine de 29 ans, peut-être qu'il veut faire quelque chose qui va l'impressionner. Et en gros, tu ne comprends pas pourquoi Oracle se pointe. Oracle a plein de fric, c'est une boîte qui a énormément de succès, mais bon, c'est un peu l'acheteur de dernier, tu vois, si tu peux pas te faire acheter par quiconque, tu vends un Oracle, quoi. Et donc, tu comprends pas trop pourquoi. Et là, donc, avec l'annonce, qui est super pas claire, donc c'est, je vends quoi? Je vends l'appli, mais pas l'algorithme. Je vends la communauté, mais pas les fonctionnalités. Est-ce que je vends l'équipe? Moi, je sais qu'on a souvent vendu donc des boîtes dans des transactions de différentes tailles. Et tu veux toujours maximiser donc ce qui va être transféré, que ce soit les ingénieurs, les bases de données, les données elles-mêmes, le code, la propriété intellectuelle, les marques, etc. Et donc, quand on entend que TikTok va être vendu, mais que l'algo va rester en Chine, what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine Facebook sans l'algo, c'est quoi, tu vois? Donc, en plus, j'ai essayé de lire au travers de l'annonce, qui n'est pas une annonce, où en gros, ce qui se disait, mais bon, j'ai tendance à lire ce qui est plutôt anti-Trump que pro-Trump, c'est qu'en gros, Larry Ellison étant un supporter de Trump, il avait un peu la main haute, mais ce serait un deal où il va hoster le truc, mais c'est pas clair ce qu'il rachète, donc franchement, c'est super bizarre. Et en plus, cette mainmise du gouvernement américain sur la transaction, où Trump dit, mais en gros, je veux un paquet de pognon pour accepter cette transaction, c'est un hold-up, c'est n'importe quoi, je veux dire, c'est complètement illégal. Mais bon, on s'attend à rien d'autre de la part de Trump, mais c'est fou, quoi. Donc, je sais pas, c'est super bizarre. C'est
assez préoccupant au-delà du fait qu'on soit pro ou anti-Trump. Bon, clairement, il y a beaucoup de gens qui ne le portent pas dans leur cœur, mais il y a quelque chose, comme on dit, d'illisible, de flou et d'arbitraire dans tout ça, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, la, entre guillemets, culpabilité de TikTok est encore plus hypothétique que pour de nombreuses autres boîtes pour lesquelles elles sont déjà hypothétiques, on pense à Huawei notamment, et donc c'est quelque chose, alors c'est pas la première fois que les États-Unis vont faire quelque chose d'arbitraire et de dommageable à un autre pays, mais là c'est vraiment un autre niveau, quoi. Mais bon, revenons à cette question de rachat. TikTok, c'est quand même beaucoup d'utilisateurs, une application à succès. Alors, comment est-ce qu'ils vont différencier la partie US de la partie reste du monde? Est-ce qu'il va falloir télécharger une autre app? Est-ce que ça va être la même app, mais qui va gérer les trucs? Enfin, c'est très compliqué, mais c'est quand même une grosse audience. Énorme. Ouais. Donc, on peut comprendre que Oracle se dise, bah, il y a moyen de monétiser cette audience et ByteDance est obligé de vendre certaines parties de leur activité parce que Trump force la main à la société. Du coup, on va faire un bon deal dans ce rachat. On va pouvoir le racheter moins cher que ça pourrait vouloir s'ils n'étaient pas forcés de le vendre. Ils vont trouver un moyen de monétiser, en fait. Ça peut être compréhensible que n'importe qui a de l'argent se dise « Ok, c'est une affaire, quoi. » Non ? T'as pas l'air convaincu. Oui. Non, mais ça... Écoute, Larry Ellison a depuis 40 ans vendu une technologie inférieure qui en a fait les hommes les plus riches du monde, avec une boîte qui vaut absolument... tu vois, c'est quand même super intéressant que Oracle soit à ce jour encore une boîte super compétitive d'un point de vue économique, alors que en termes de technologie, c'est pas génial, quoi. Donc, c'est pas la moitié d'un idiot, et donc quand il fait quelque chose comme ça, c'est le mec, il sait exactement ce qu'il fait. Ouais. Donc c'est plus parce que en plus Oracle n'est pas du tout une marque consommateur. C'est-à-dire tu vois, tu fais un test sur des produits entreprises, carrément entreprises. Un canal TikTok en disant est-ce que vous savez ce que c'est qu'Oracle? Je suis sûr que 98% des gens qui utilisent TikTok, ils savent pas ce que c'est. Mais c'est aujourd'hui un des monstres médias dans le marché, surtout du Gen Z, du millénial, etc. Et donc, il a niflé un coup à faire, et il le fait. Et c'est un mec qui est super bon à ce niveau-là. Donc, je suis sûr qu'il va trouver un moyen de faire plein de pognon grâce à ça, mais c'est vraiment surprenant que ce soit le deal qui, in fine, soit le deal gagnant, et je suis pas sûr de ce que ça veut dire non plus pour l'utilisateur, parce que est-ce que ça veut dire que les communautés vont être séparées et que d'un seul coup tu vas avoir TikTok US et TikTok reste du monde? Oui, parce que même comment tu sépares les communautés si l'algorithme n'est pas transféré aussi, enfin bon, bref, c'est compliqué. Bon, si vous êtes confus, vous avez bien compris l'état de la sphère technologique aujourd'hui par rapport à ce deal. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce que ça va donner. Et surtout, je crois que s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est un précédent. Je ne vais pas dire dangereux parce que ça serait peut-être un petit peu exagéré, mais c'est un précédent qui n'est pas souhaitable, je crois, pour personne. C'est ça le pire, c'est que c'est souhaitable pour personne, même pas le gouvernement américain qui va en tirer une grosse somme d'argent, parce que ça fait que toutes les entités dans cette histoire se font moins confiance. Et ça, c'est jamais bon pour l'économie. Donc, bref. Bon, voilà, pour TikTok et Oracle. On va faire une petite pause et je voudrais vous dire, vous savez que je vous parlais en début de mois de la rentrée de plein de trucs qui se passent pour le podcast et mon activité. La première semaine, il y avait l'arrivée de la newsletter pour tout le monde. Vous pouvez toujours vous abonner sur notrepatrick.com. Il y avait aussi l'arrivée du Discord ouvert à tous pour la partie publique où on peut discuter des derniers épisodes. Donc ça, c'est toujours possible aussi.
Il y a eu la semaine dernière le rendez-vous jeu qui est passé en hebdomadaire, donc toutes les semaines à partir de la semaine dernière, donc à partir de maintenant, toutes les semaines, on a le rendez-vous jeu qui est disponible et Dieu sait qu'il y a de l'activité. Rien que cette semaine, il va y avoir les annonces de Sony qui va enfin dévoiler le prix et la date de lancement de sa PlayStation 5, enfin a priori, hein, ils ne peuvent plus attendre là, donc on en parlera dans le rendez-vous jeu. Eh bien, cette semaine également, je vous disais que il y a une nouvelle dimension de mon activité qui va être créée. Et bien, cette nouvelle dimension, c'est, roulement de tambour, une chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo. Merci Jeff. Que j'ai lancée en fait un petit peu plus tôt. Une chaîne YouTube qui est youtube.com/NotePatrick, hein, c'est NotePatrick partout, c'est très très facile, et je risque de faire pour certaines émissions des lives sur Twitch également, twitch.tv/NotePatrick, NotePatrick partout, notamment au départ pour le rendez-vous jeu, j'aimerais commencer avec ça, mais à terme pour le rendez-vous tech aussi, donc cette nouvelle dimension que j'avais teasée, c'est live sur Twitch, la vidéo. La vidéo. Donc l'arrivée de la vidéo un petit peu gentiment, on va dire. J'y vais pas comme un YouTuber qui ne fait que ça, mais j'aimerais faire une vidéo sur YouTube par semaine et puis un ou deux lives par semaine sur Twitch. Donc ça continue à se développer, ça continue à être de plus en plus de choses que je fais et tout ça, c'est évidemment grâce à vous. Donc j'aimerais remercier encore plus infiniment que d'habitude les gens qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous le savez, hein, je vous en parle tout le temps. C'est le moyen de continuer à soutenir l'émission, de me permettre de continuer à développer cette activité, de le faire, j'espère, toujours bien, peut-être même toujours mieux, et puis surtout de récompenser le travail accompli, de donner une contrepartie pour le travail accompli. Ça demande, comme vous vous en doutez, énormément de boulot, énormément de veille, de travail de compréhension, d'analyse, et si vous appréciez tout ce travail et si vous trouvez qu'on réussit à tourner ça de manière intéressante et peut-être même distrayante pour que ça soit un bon moment que vous passiez, pour que vous restiez informé, tout ça va ensemble, eh bien, j'aimerais vraiment vous encourager à considérer le fait de devenir patriote. Patreon.com/rdvtech, je le redis, le lien est évidemment dans les notes de l'émission. Et vous avez, en plus de ça, plein de bonus dont je vous parle tout le temps, hein. Vous pouvez aller voir sur Patreon pour voir les bonus en question. Mais l'essentiel, c'est que vous avez le plaisir de soutenir l'émission, je pense. Donc, que ça soit sur votre mobile tout de suite ou quand vous rentrez à la maison, que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et vous dites « Ah !» faut que je soutienne Patrick, faut que je vois ce que ça donne de soutenir Patrick, eh ben, pensez-y, je vous remercie tous infiniment. Et donc, si vous voulez vous abonner à YouTube, eh ben, c'est youtube.com/NotePatrick, hein. Vraiment, NotePatrick, c'est très facile, et c'est même notepatrick.com pour tous les liens. Bon. Ah, on essaye. Bah ouais, on pourra se faire un Twitch, un rendez-vous tech live sur Twitch, un de ces quatre, ce serait super. Bah oui, je voudrais le faire. Alors le soir, peut-être qu'on pourra le faire aussi. Normalement, ça sera tous les mardis midi, plus ou moins, sauf quand on fait avec Jeff, puisque avec lui c'est le lundi soir. Mais on vous préviendra. Ouais, mais exceptionnellement, on peut faire un petit effort et puis je fais un truc un peu plus tôt dans la journée. Ah, écoute, il suffit de l'organiser un peu à l'avance. On essayera. Écoutez, il y a la suite des news évidemment, et notamment cette annonce de Epic Games par rapport à Fortnite, hein, le jeu des jeunes, qui est assez surprenante en fait parce que Epic a étendu son activité, ils sont devenus vraiment, comme on en a parlé dans l'émission à plusieurs reprises, une sorte de phénomène de société et de place publique et de publicité même. Et ce qu'ils ont annoncé il y a quelques jours de ça, c'est un concert, une salle de concert dans Fortnite en fait. La manière dont ils y pensent, c'est qu'ils ont construit un studio à Los Angeles et ils veulent que les artistes considèrent ce studio qui retransmet les performances dans le jeu Fortnite, dans la partie non combative de Fortnite, dans la partie royale. Ils veulent que les artistes se disent on va faire New York, Paris, Londres, Los Angeles et Fortnite.
que ça soit une date pour les concerts, les tours de concerts pour les artistes, au même titre que n'importe quelle autre ville, que Fortnite devienne un lieu où qu'ils intégreront à leur tournée. J'ai trouvé ça hyper intelligent, comme d'habitude avec Epic, ou comme souvent avec Epic, et je voulais le mentionner ici. Parce que si certains d'entre vous ne regardent peut-être pas des concerts dans Fortnite, je peux vous assurer qu'il y a énormément de vos enfants et de vos neveux et nièces qui passent énormément de temps là-dedans, y compris pour aller s'amuser et regarder des concerts. Yep, ça a complètement du sens. Future de l'entertainment. Surtout quand tu es stuck à la maison, je veux dire, où aller voir un concert, c'est trop dangereux. Sauf si tu votes Trump, parce que tu crois pas au virus, avoir un équivalent au travers d'un jeu où tu as une communauté, je veux dire, ça a complètement du sens. Je vois le fait que beaucoup de gens aujourd'hui aient en gros leur escapatoire d'être stock à la maison dans les jeux, avec leur communauté, etc. Moi, c'est ce que je ressens avec ma guilde dans World of Warcraft, parce que je m'y suis remis histoire de faire un peu autre chose que bosser. Et ça a complètement du sens. C'est l'évolution virtuelle de nos passions que l'on peut pas réaliser dans le monde direct. Par ailleurs. Et évidemment, les jeux vidéo ont connu une grosse croissance avec la pandémie, mais en particulier Fortnite, qui a eu l'intelligence d'étendre son influence déjà énorme à d'autres domaines. On a vu déjà des concerts qui étaient un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus élaborés que ce qu'on verra sans doute avec ce studio-là. Donc, c'était vraiment des expériences, presque des clips interactifs avec les modèles en 3D des artistes qui faisaient leurs concerts, qui étaient des sortes de trucs psychédéliques dans l'intérieur du jeu. Là, ça sera peut-être pas aussi poussé, mais il n'empêche, ils ont eu des partenariats avec plein de films, des partenariats avec des différents produits culturels divers, et on n'a jamais vraiment vu ça à ce niveau. C'est quelque chose d'unique, Fortnite. On a enfin les impressions des journalistes sur la Microsoft Surface Duo. Vous savez, c'est cette machine qui tourne sur Android, qui est un petit peu un téléphone, mais qui ne se concentre pas sur cette fonctionnalité et qui a surtout deux écrans qui se replient l'un sur l'autre. Et les impressions qui étaient excellentes sur le matériel sont un petit peu plus en retrait sur le logiciel. On va dire qu'on est vraiment au début, là encore, de cette nouvelle direction que prennent les appareils de ce type et qu'on a des choses à améliorer dans le logiciel. Il y a parfois des choses qui ne se passent pas parfaitement bien. La caméra, c'est l'autre point, enfin l'appareil photo, c'est l'autre point qui est, on va dire, assez peu apprécié des journalistes. Pour le prix, c'est $1 500 environ. L'appareil photo est vraiment pas de très bonne qualité. C'est fait pour garder la finesse de l'appareil, qui est importante bien sûr, mais ça fait un petit peu mal. Il n'empêche, il y a une très bonne base, mais on va dire comme un petit peu pour le Galaxy Fold, on est encore aux premières versions de ces appareils et on n'est pas à une version qu'on peut vraiment recommander, surtout à un prix vraiment élevé. Ceci dit, la chose qui est intéressante à noter aussi, c'est que Microsoft devient un constructeur matériel avec le système d'exploitation de quelqu'un d'autre. C'est la première fois dans leur histoire, ils utilisent Android sur leur matériel, et ça, c'est quelque chose de notable également. Mais voilà pour la Duo, j'imagine que toi, c'est pas vraiment ton truc, hein, une machine sous Android de Microsoft. Non. Chacun a ses préférences, on va dire. Next subject. Moi, ce que j'attends, c'est la Surface Neo, qui est sous Windows 10X, Windows X, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Ça, je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler. Enfin, pas trop longtemps, pas pour tout de suite non plus. Ça a été repoussé à l'année prochaine. Non, en fait, je pense que c'est une très belle pièce de technologie. C'est juste que depuis les premiers temps de l'iPad, je ne me suis pas adapté à la tablette en tant qu'utilitaire. Tu vois, si on retournait dans
les rendez-vous tech antidiluviens, quand on avait notre premier iPad et les expériences qu'on avait, c'était sympa, mais on ne savait pas trop pourquoi en fait l'utiliser. Et in fine, pour moi, c'est l'iPhone d'un côté, le MacBook Pro 16 pouces, qui est une machine absolument incroyable, de l'autre, et puis voilà quoi. Ouais, je comprends. Il y a pas cet entre-deux a déjà parfois du mal à se trouver un usage chez les gros utilisateurs d'informatique. Donc, si c'est le cas pour les tablettes, j'imagine que c'est encore plus le cas pour les appareils à deux écrans ou pliables qui sont naissants, quoi. Bah ouais, c'est un peu le problème. On a eu un leak de la conférence de Facebook Oculus qui va avoir lieu cette semaine et on a des informations sur l'Oculus Quest 2 qui est donc l'appareil de réalité virtuelle complètement autonome. Vous n'avez pas besoin de le brancher à votre PC, même si vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et ça a l'air d'être une belle mise à jour de l'appareil. Il y a une résolution de l'écran qui est quasiment doublée. On a du 4K sur l'écran, donc 2K par œil en gros, un petit peu plus de RAM, de l'audio 3D, et puis surtout, il est plus petit et plus léger. L'appareil. Le poids était un petit peu gênant, donc c'est pas à un point où ça vaut la peine de le racheter si on a déjà le modèle précédent, mais par contre, c'est là encore un bon point d'entrée dans la réalité virtuelle si ça vous intéresse. Étant donné que maintenant, la connexion au PC fonctionne avec l'Oculus Quest de manière assez transparente, c'est-à-dire qu'on peut soit l'utiliser en mode autonome, soit le connecter au PC pour avoir les expériences et les jeux qui sont sur le PC en réalité virtuelle. Et ben c'est vraiment le meilleur de tous les mondes, on va dire. C'est pas la machine la plus performante qui soit, mais cette version a l'air d'être vraiment un super bon compromis, encore plus que le premier. Donc bon, c'est un leak, on va attendre mercredi et la conférence d'Oculus pour la confirmation, mais on avait les présentations marketing super clean qui étaient disponibles, donc ça a l'air assez certain. Un sujet assez intéressant, c'est cette proposition de la Chine qui a fait un petit peu de bruit. On l'évoquait rapidement la semaine dernière, mais je voudrais vous en parler un petit peu plus en détail. En gros, face à l'incertitude dont on parlait à l'instant, ils ont fait une proposition de règles de bonne conduite sur Internet, en gros, qui disent, je résume un petit peu, mais c'est les points essentiels, qui disent que les pays doivent s'engager à ne pas espionner les autres pays, et en même temps à ne pas faire de l'interventionnisme, et donc ne pas essayer de forcer le cassage des règles qui existent dans les autres pays. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur cette deuxième partie en disant « Ah ouais, donc la Chine ne veut pas qu'on aille l'emmerder pour leur dire qu'ils ne respectaient pas les droits de l'homme. » Et c'est complètement vrai, ça fait partie de la proposition. Mais l'autre partie de la proposition c'est une sorte de... Alors, je prends un petit peu d'avance sur la proposition elle-même. C'est un petit peu une convention de Genève de l'espionnage informatique. C'est genre pour dire, on se met tous d'accord pour que Huawei ou d'autres n'espionnent pas sur les autres pays. Après, il y aura toujours des histoires d'organisation d'espionnage de différents pays, j'en suis sûr. Mais se mettre d'accord pour que ça passe pas officiellement par les différentes sociétés qui travaillent dans les différents pays, je me demande si ça serait pas quelque chose à considérer au moins, parce que, encore une fois, toute cette incertitude et ces accusations qui sont lancées à droite et à gauche, bien sûr, est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Non. Mais si au moins tout le monde s'engage, ça ne veut pas dire que tout le monde le fera, mais il y aura un petit peu plus de clarté. Et je crois que ça ne serait pas forcément une mauvaise chose. Bon, l'aspect, on va pas faire chier les gens quand ils font... Enfin, on va pas faire chier les pays quand ils font parce qu'ils font ce qu'ils veulent sur Internet chez eux. Oui, ça aide la Chine à faire ce qu'elle veut chez elle, même quand ça nous plaît pas, mais... Bon, ça serait une plus longue discussion. Je voulais présenter les deux aspects de cette proposition de la Chine, qui bien sûr les avantages, parce qu'ils veulent pouvoir continuer à travailler avec des sociétés comme Huawei ou ByteDance ou d'autres, ils veulent pas que ce genre de choses se multiplient.
Mais je crois que ça serait pas mal de considérer la chose parce que la Chine n'est pas forcément la seule qui sera la cible de ce genre de problème, quoi. Bon, voilà. Ouais, mais c'est la Chine. Ouais. C'est ça qui est... Parce que bon, quand même, en termes d'espionnage, ça se pose là. En termes de compétition sur la propriété intellectuelle, quel est l'espionnage, ça se pose là. En termes d'interventionnisme, enfin bon, c'est un peu... Le problème, c'est que on ne sait pas qui est-ce qui a commencé entre Trump et le premier chinois. Tu vois, c'est un peu du tit for tat. C'est une question économique, c'est une question de positionnement sur la scène mondiale. Donc quand tu as la Chine qui dit bah non, finalement on veut mettre en place un truc qui soit avantageux pour nous, mais nous on va pas espionner, enfin, tu te dis mais est-ce que j'y fais confiance, quoi? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Disons que si quelqu'un d'autre proposait, ça serait peut-être un petit peu plus crédible, mais qui en même temps? Est-ce que les États-Unis, s'ils proposent ça, tu vois, je ne suis pas certain qu'on leur ferait forcément confiance. L'Union européenne, peut-être. Peut-être. Ouais, bah clairement pas Poutine. Ouais. Donc, mais c'est pour ça que pas. je me dis, même si c'est la Chine qui le propose, je me demande s'il ne faut pas y réfléchir sérieusement, parce que c'est quand même... Alors encore une fois, tout ne sera pas parfait, et bien sûr que les pays continueront à s'espionner, mais si au moins tu as un accord avec des choses qui sont dites clairement de face, tu vois, même si derrière tu fais d'autres trucs, ça aide la, à clarifier les choses et cette incertitude peut être un peu diminuée. Donc, moi, je pense qu'il est très facile de balayer cette histoire d'un revers de la main et de se dire ah non, parce que la Chine, c'est juste pour pouvoir faire ce qu'ils veulent chez eux. Mais vous savez quoi, la Chine, ils font ce qu'ils veulent chez eux de toute façon, quoi. De toute façon, Donc, même quand les États-Unis, par la voix de leur président, accusent la Chine de telle et telle chose, ils parlent de l'intérieur de leur pays. Ils sont pas en train, même dans ce cas-là, ils sont pas en train d'aller dire la Chine ne devrait pas faire ce qu'elle veut chez elle. Donc, si on veut trouver des champions qui vont aller reprocher à la Chine ce qu'elle fait chez elle, et Dieu sait qu'on en aurait besoin, on en a parlé notamment avec ce qui se passe avec les Ouïghours dans cette émission à de nombreuses reprises, mais je ne sais pas si c'est sur ce point-là qu'on va réussir à résoudre le problème. Je ne sais pas si c'est de cette manière. Bon, évidemment, si les deux viennent main dans la main, genre, OK, on a un accord pour ne pas s'espionner, et en même temps, dans le même accord, on dit on est tous d'accord pour ne pas dire aux pays ce qu'ils doivent faire chez eux, ça entérine un petit peu le fait qu'on n'a pas à dire à la Chine ce qu'elle peut faire avec le réseau Internet et donc qu'elle peut continuer à faire ces choses inacceptables. Donc, ouais, je sais pas. Compliqué. D'ailleurs, Microsoft et d'autres organismes ont commencé à tirer, pas des sonnettes d'alarme, mais à noter que des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran ont essayé d'augmenter la quantité d'attaques sur des personnes et des organisations qui participent à l'élection américaine. Donc, bon, c'est la news qui est marrante à dire juste après celle qu'on vient de citer. Mais bon, voilà, je le mentionne comme ça. Et d'ailleurs, la plupart des réseaux sociaux mettent en place des plans d'urgence pour le cas où il y aurait des problèmes dans l'élection américaine. Et bon, je le dis comme ça parce que c'est le cas. L'un des problèmes en question auxquels ils essayent de faire face, ça serait que le président américain actuel utilise la force des réseaux sociaux pour contester les résultats de l'élection, même s'il n'y a pas matière à contester. On sait bien que Donald Trump n'attend pas qu'il y ait des raisons de faire quelque chose ou des justifications pour faire des choses. Et bon, bref, donc on ne sait pas ce qui va se passer en novembre, mais ça va être un élément extrêmement intéressant et important à suivre, la manière dont les réseaux sociaux vont gérer une potentielle... Imaginons que Donald Trump perde l'élection, s'il se met à contester les résultats, comme il a donné des indications du fait qu'il pourrait le faire en disant qu'il y avait des problèmes avec... Non, mais disons qu'il y a contesté et contesté, tu vois. S'il se met à dire que, s'il se met à dire que l'élection est pas valide, parce qu'il y a eu des doubles votes et que le vote par courrier a été
a été non fiable, alors qu'il n'y a aucune raison de penser, aucune preuve de quoi que ce soit qui soit non fiable, c'est différent de s'il dit « Ah non, là, en fait, il faut recompter tel comté parce qu'il y a eu des problèmes spécifiques ici. » Il y a des moyens de contester une élection, et on l'a vu par le passé, qui sont légitimes. Et on imagine que les moyens de contester de Donald Trump ne seront pas forcément de cette nature. Et donc, que vont faire les réseaux sociaux ? Parce que ça peut devenir vraiment dangereux pour le pays, quoi. Donc, Ouais. j'imagine que... Le problème, c'est qu'il a dit maintes et maintes fois qu'il regarderait les résultats, il refuserait de reconnaître les résultats parce qu'en fait, il s'attend à ce qu'il y ait un montant de fraude monstrueux. Et il sait très bien que ce qui va se passer, c'est les républicains vont aller voter donc dans les bureaux de vote, les démocrates vont voter par courrier. Donc ça veut dire que vu le temps de dépouillement, on n'aura pas les résultats de l'élection réel avant plusieurs jours ou semaines, mais il est possible ou probable que, étant donné que les bureaux de vote sont comptabilisés en quasi-temps réel, il ait une marge de gagnante le soir de l'élection, mais qu'il perde en fait l'élection au bout de quelques jours. Et donc tu peux être sûr qu'il va appeler. Enfin, je veux dire, lui et son électorat sont tellement extrémistes et super armés qu'il est malheureusement possible qu'on voit des débordements super violents autour de l'élection. On nous reproche parfois de beaucoup parler de l'élection américaine, mais là où ça devient vraiment intéressant, il faut comprendre ce contexte pour comprendre pourquoi ça pose de telles questions aux réseaux sociaux et dans le contexte de la tech. Parce que c'est pas juste que Trump va dire des choses sur Twitter, c'est qu'il va se poser une vraie question à Twitter et à Facebook de qu'est-ce qu'on fait de ces affirmations de Donald Trump dans un contexte où ça peut donner des débordements dans la vie réelle. Et donc, la question qui se pose éternellement à ces réseaux sociaux depuis longtemps va se poser en décuplé. Est-ce qu'on enlève les contenus ? Quel contenu est-ce qu'on enlève ? À partir de quel moment ? Est-ce que ça veut dire qu'on est perçu comme censurant telle ou telle voix ? C'est tout ce qui s'est passé pendant ces 4 dernières années, et avant aussi, qui va être cristallisé et décuplé, comme je le disais. Donc toutes ces questions qu'on se pose, que doivent faire les réseaux sociaux, quel contenu ils doivent supprimer, à quel moment prendre cette décision, vont se poser de manière hyper importante à ce moment-là. Et si on ne comprend pas tout ça, on ne va pas forcément comprendre les problématiques qui risquent de se poser et les questions qu'on risque de poser à Facebook et Twitter et les autres. Donc c'est pour ça qu'on là, il y a eu une annonce par Twitter qu'ils allaient effectivement resserrer la vis sur les tweets du babouin orange et qu'ils allaient mettre soit des mentions comme quoi si quelque chose relatif à la sécurité des élections, le caractère non frauduleux du vote par courrier était remis en cause, soit il bannirait le tweet, soit il mettrait des liens sur... Le fameux label, ouais. Le fameux label, ouais. Et donc ça va effectivement créer une grosse tension parce que Twitter, c'est le porte-voix de Trump. Donc clairement, ça va poser un problème. Et comme il va réagir immédiatement, tu peux être sûr que il va lancer son roquet, là, Bill Barr, l'attorney general des États-Unis, contre Twitter pour voir ce qui se passe, quoi. Tu penses qu'il pourrait y avoir une action légale, quoi? Oh bah, ils essaieront. Est-ce que derrière, ils seront capables? Parce que bon, c'est un problème de First Amendment, donc droit à la parole. Et derrière, c'est quand tu vois qu'il ment de façon éhontée plusieurs fois par jour sur Twitter depuis le début de son mandat. Donc ça fait des milliers de conneries qu'il raconte sans arrêt ou qu'il publie sans arrêt. Après, ça tout dépend si c'est un juge conservateur ou si c'est pas un juge conservateur qui revoit le dossier, quoi. Bon, la Commission européenne est en train d'annoncer que l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, le Danemark et d'autres pays
sont en train de trouver un accord et sont en train de tester une plateforme de traçage de contacts commune et interopérable. Sauf que vous avez bien noté qu'il n'y a pas la France dans cette liste de pays. Si vous écoutez l'émission depuis le début de la pandémie, vous savez pourquoi et comment cette histoire se passe de cette manière, parce que la France a fait un choix totalement incompréhensible de ne pas passer par l'API proposée par Apple et Google, qui était commune, indépendante et sécurisée. Et donc, comme tous les autres pays européens, ou la grande majorité des autres pays européens passent par cette plateforme parce qu'elle est plus performante et plus facile à intégrer, eh ben la France ne pourra pas faire partie de ce groupe de tests et de ce groupe de technologies interopérables, sachant qu'Olivier Véran a dit il y a même pas une semaine qu'il était essentiel que les Français utilisent l'application Stop Covid, qui, on l'avait mentionné il y a quelques jours, ne marche pas vraiment puisqu'elle a envoyé une poignée de notifications depuis son lancement, qu'elle coûte des centaines de milliers d'euros à maintenir. Bref, ça, je vous avoue que je suis rarement à ce point catégorique sur une décision de notre gouvernement, où d'une manière générale, on a toujours tendance à voir le pour et le contre, en tout cas dans cette émission. Là, je continue à être dépité par toute cette histoire de Stop Covid, quoi. Malheureusement, c'est les meilleures intentions qui n'arrivent pas à être translatées dans des implémentations technologiques qui fonctionnent, quoi. On a eu le même problème en Californie, où on était infoutu d'avoir pendant plusieurs semaines un statut précis du nombre de nouveaux cas Covid, du nombre de décès Covid, parce que l'application qui avait été développée au niveau de l'État ne fonctionnait pas. C'était buggé à mort, et donc les résultats étaient complètement foireux. Et donc on a été littéralement pendant plusieurs semaines dans l'incapacité de savoir si on avait plus de cas, moins de cas, beaucoup de cas, pas beaucoup de cas. Et donc on est resté dans le niveau d'état d'alerte maximum au cas où, parce qu'on n'avait pas un bon sens de l'évolution de Covid au niveau de l'État, à cause de bugs informatiques. C'est quand même assez ironique qu'en Californie, ils ne soient pas capables de développer un logiciel performant, quoi. C'est quand même le cœur de la tech, donc bon. C'est quoi l'expression, les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés ? C'est quelque chose comme ça, ouais. Allez, on va finir avec quelque chose d'un petit peu plus amusant quand même. On revient vers Apple, mais en se moquant gentiment. Il y a 2 masques qui ont été créés par Apple, et je ne sais pas si on se moque d'ailleurs, 2 masques qui ont été créés par Apple, des masques classiques pour se protéger de la pandémie, des masques qui sont évidemment super beaux, super bien designés, intelligents, avec la possibilité de refermer un petit peu l'élastique pour pas que ça fasse mal, ou de l'élargir ou de le réduire. Et un truc qu'ils sont en train de développer, c'est le 2e masque qui n'est pas encore tout à fait disponible, mais ça sera un masque qui devrait être transparent pour aider les personnes malentendantes ou sourdes à lire sur les lèvres des gens qui portent des masques. Donc ça, on retrouve le soin du détail d'Apple. Et puis, une deuxième news qui, là, pour le coup, est assez drôle quand même. Les douanes américaines ont annoncé avoir saisi une énorme cargaison d'AirPods contrefaits. Et ils ont mis des photos partout. Regardez, il y en a pour plusieurs centaines de milliers de dollars d'AirPods. On a réussi à les trouver. Sauf que on s'est aperçu, en voyant les photos, que c'était en fait des... comment ils s'appellent ? Que c'était en fait des OnePlus Buds, qui sont l'équivalent des AirPods de chez OnePlus. Et donc, c'était pas du tout des trucs contrefaits. Alors oui, ils ressemblent quand même beaucoup aux AirPods, mais c'était des produits tout à fait légitimes de OnePlus. J'ai trouvé ça très, très drôle. J'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Et c'est sur cette news sympathique quand même qu'on va terminer cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Jeff, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Dans la fumée américaine, vous pouvez me retrouver sur Jeff, Jeff sur Twitter. Voilà, c'est tout. C'est simple. Tu sais que j'ai quand même 2 invités très réguliers dans cette émission qui ont leur prénom sur Twitter. J'ai toi et Cédric Ingrand, qui est là tous les mois aussi, qui était là la semaine dernière. Je crois que ça devrait être un barème de qualité des podcasts. Combien de vos invités ont leur prénom sur Twitter en tant que, que non-Twitter? Je pense que ça devrait être... C'est rare. En fait, je crois qu'on est un des rares couples à avoir aussi notre prénom. Donc, moi, Jeff et ma chère et tendre, Bernadette. Donc, écoute, là, il y en a carrément pas beaucoup. C'est un badge of honor, comme on dit. En même temps, si Early adopters, comme on dit. Pardon ? Early adopters. C'est ça. Moi, si j'avais eu le mien, je n'aurais pas fait naître mon identité Notre Patrick. Donc, à toute chose, malheur est bon. Mais c'est adorable, Notre Patrick. Mais oui, c'est ça. Adorable. Puis Patrick, il ne voulait pas te le donner, de toute façon. Non, il veut pas. Et donc, Notre-Patrick, c'est notrepatrick.com, où vous pouvez retrouver tous les liens dont je parlais, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, que je vais mettre bientôt, quoi d'autre ? La newsletter, oui, si vous voulez profiter de toute ma veille, vous pouvez la voir directement en vous abonnant sur notrepatrick.com, et bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, le lien est sur notrepatrick.com. Je vous remercie de penser peut-être à redonner un petit peu de valeur pour cette émission que vous appréciez, si vous l'appréciez. On vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Salut, c'est Camille de Pardon Maman et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été sélectionnée par Acast Recommande. Pardon Maman, c'est le podcast qui fait de la vulgarisation comme on aurait aimé en entendre à la radio, à la télé ou de la part de nos profs il y a quelques années. Avec notre équipe de choc, on va creuser des sujets divers et variés pour les présenter de façon factuelle et facile à assimiler, le tout avec aucun veto. On parle des papillons, du cinéma français des années 60 et on passe également par la religion et les hackers. On est souvent accompagné d'invités et toujours d'un petit peu de vin. À très bientôt!